Ravi d'être avec vous ce matin. Donc on va écouter nos intervenants pendant un petit 3/4 d'heure et puis vous aurez du temps pour poser vos propres questions sur un sujet délicat dont on parle assez peu en télé parce que comme vous le savez, les télés sont assez obsédées par les moins de 50 ans. Et mal leur en a pris parce qu'en fait les moins de 50 ans, en tout cas les moins de 30 ans, regardent de moins en moins la télé. Voilà, elles commencent à s'intéresser aux gens qui sont un peu plus âgés. Et d'ailleurs, on le dit peu, mais l'audience en télé, même une chaîne comme M6, la moyenne d'âge de ses téléspectateurs, c'est que 56 ou 57 ans. Donc voilà, c'est dire à quel point finalement les jeunes ont déserté la télévision, et c'est pour ça qu'il y a des réseaux sociaux, il reste aussi des magazines comme Vieux qui sortent en kiosque, qui sont sortis en kiosque. Vous en êtes au numéro 2 qui vient de sortir en kiosque. Il est là d'ailleurs, Romain Jubert, vous êtes directeur éditorial de Vieux. Aidons-nous les uns les autres. C'est assez formidable comme couverture. Peut-être que vous allez nous raconter comment on en est arrivé là, mais peut-être quelques mots sur le lancement de Vieux et le choix de ce titre, car je fais partie de ceux qui se sont dit « Oh là là, c'est osé, mais on ne va pas y arriver parce que personne n'osera briser le tabou. » Merci beaucoup. Vous n'êtes pas le seul à vous être posé des questions parce que ça fait 5 ans que j'ai ce projet en tête. Donc j'ai fait le tour des différents groupes de presse pour essayer d'imposer cette idée du magazine. Et à chaque fois, on me disait, bon, l'idée est formidable, mais le nom, c'est sûr. Et moi, je tenais vraiment à ce nom, je tenais vraiment à cette entrée dans l'atmosphère d'un mot qui soit un mot, je dirais, pas pour claquer des bretelles, mais c'est Barbara Cassin, l'académicienne, qui m'a dit « vieux » est un mot qui n'a pas de singulier. Donc c'est un mot qui n'est pas singulier, c'est un mot qui effectivement peut être compris comme un gros mot pour une partie des gens qui tombent dessus. Il y a deux équipes en fait. Il y a l'équipe de ceux qui adhèrent immédiatement parce qu'ils en ont un peu ras-le-bol qu'on parle des aînés, du grand âge, qu'on infantilise. Et puis il y a l'autre équipe qui trouve ça un peu difficile. Mais on est en train de convaincre, on est en train de faire ce travail-là. Et en fait, pour résumer la philosophie de Vieux, c'est la phrase de Groucho Marx qui dit dans chaque vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé. Et ça, c'est notre véritable philosophie, c'est-à-dire que le mot vieux, en fait, n'existe pas vraiment parce qu'on est toujours le vieux de quelqu'un. On est toujours le vieux de quelqu'un. Et qu'en même temps, ce qu'on a envie de dire, c'est un peu paradoxal, c'est qu'on a envie que les vieux prennent conscience du fait qu'ils sont vieux. Parce qu'à partir du moment où ils prennent conscience du fait qu'ils sont vieux, ils peuvent agir sur la société et prendre en main certaines questions qui aujourd'hui sont dans un déni complètement dingue. Ça fait assez peu de temps que je m'occupe de ce magazine, j'ai eu la chance de rencontrer Bertrand, avec qui j'ai appris plein de choses, mais c'est assez incroyable le déni de son métier, il va vous en parler tout de suite, le déni des EHPAD, le déni de l'argent qu'on donne au grand âge. On n'a pas d'outils de vérification de ce que font les conseils départementaux, par exemple. On s'intéresse assez peu à la vieillesse. La vieillesse est une sorte de véritable déni. Et alors sur le succès du magazine, alors le premier donc est sorti il y a 3 mois, je crois, à peu près, avant l'été. Et donc combien vous en avez vendu combien? Alors c'est un succès assez formidable parce que lancer un magazine, c'est un peu comme ouvrir un vidéoclub. Hein. C'est pas un truc où on attend immédiatement une rentabilité incroyable. Et là, on a eu une surprise dingue parce qu'on s'attendait à en vendre 25 000 et on en a vendu 90 000. Donc on a tiré 150 000 exemplaires. Alors ça en kiosque. Ça en kiosque, oui. Ouais, et en abonnés, vous avez des gens qui sont abonnés déjà? Alors on en est au second numéro, donc là on a 6 000 abonnés, ce qui est déjà super bien. C'est super bien. Et non, tous les voyants sont au vert, l'accueil est formidable, on a quelques ronchons qui nous disent comment est-ce que vous pouvez parler du vieux, etc. Mais sinon c'est plutôt... Alors vous bénéficiez d'une super locomotive, c'est Antoine de Caunes. Ouais. Donc je crois savoir qu'il va atteindre les 70 ans, il n'y est pas encore peut-être. Il a 70 ans, il va avoir 71 ans au mois de décembre. D'accord. Et Antoine, oui, c'est une chance formidable parce que moi j'avais la moitié d'un ticket gagnant parce qu'on fait ça avec CMI, qui est le groupe de presse qui édite elle, qui édite Franc-Tireur, qui édite Marianne. Kretinsky. Qui m'ont dit ok Romain, c'est formidable ton idée, on y va, mais il faut qu'il y ait Antoine de Caunes. Et moi je ne connaissais pas Antoine de Caunes. Donc il a fallu trouver Antoine de Caunes dans Paris, et puis il a fallu se mettre d'accord avec lui, et coup de bol, on s'est bien entendu, et Antoine participe plus que ça
à la création du magazine, à la rédaction. Et avec une couverture, celle-là, qui est Antoine Decaune dans les bras d'Iggy Pop. Ouais, on a une interview d'Iggy Pop. Contemporain de David Bowie. Ouais, on a Iggy Pop et Pierre Richard. Ouais, il se produit toujours sur scène. Ah ouais, bien sûr, ouais. Plus que jamais, il a 80 ans. Il est toujours flambant vieux, quoi. Et alors pourquoi aidons-nous les uns les autres? Alors là, c'est là que je vais donner la parole à Bertrand, parce que on participe aussi d'une actualité. Là, c'est la semaine bleue, et dimanche, ce sera la journée des aidants. Moi, j'ai découvert la question des aidants parce que je n'étais pas tellement familier de cette histoire-là. Et je me suis rendu compte qu'il y avait 11 millions de personnes qui étaient aidants. C'est énorme, et qu'on n'en parlait pas non plus. Qu'en 2030, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, ils seront 15 millions. L'Alzheimer est comme ça. Donc, et c'est plein de questions qu'on ne se pose pas. Alors, Vieux, c'est un journal d'humour, un journal de bande, un journal de rigolade. Oui, d'ailleurs, la baseline, c'est le magazine qu'on finira tous par lire. Voilà. Mais on veut aussi être un journal de société, pas chiant, ouais. Mais un journal qui pose des vraies questions et d'accompagner des gens qui font un travail remarquable comme Bertrand. Nous, on enrobe ça dans des coups de tambour, mais dedans, on essaie de mettre des vrais morceaux. On y reviendra évidemment. Bertrand Fougère, donc vous êtes professeur en gériatrie au CHU de Tours, chef du service de gériatrie. Comment vous avez réagi? Vous connaissez ce magazine? Oui. Oui, je connais, puisqu'en fait, pour le coup, on s'est rencontrés juste après le lancement du premier. Mais qui a appelé l'autre? Alors, pour le coup, on s'est contacté sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, ouais. D'accord. On s'est contacté sur les réseaux sociaux, on s'est rapidement vu, on a rapidement discuté, matché, et on s'est dit, tiens, on pourrait faire une chronique ensemble. Un peu la consultation du professeur Fougère avec une ordonnance, etc. Faire un truc dans ce sens-là. Et la thématique des aidants est arrivée assez rapidement là, sur ce numéro. Et c'est vrai que c'était une thématique où en se disant, au final, peut-être que ça va rapprocher un peu tout le monde. De se dire, les aidants, c'est peut-être un sujet, les vieux, on essaie de les cacher, et notamment, si on pense par exemple... Parce que les aidants, pardon, mais ce ne sont pas les auxiliaires de vie, les aidants familiaux. Ce sont les aidants familiaux. On essaie de centrer sur les aidants familiaux, ce qu'on appelle maintenant plutôt les proches aidants. En fait. Donc bénévoles. Bénévoles, ouais. Bénévoles qui font ça en plus de leur activité professionnelle pour certains, qui sont âgés pour certains, etc., et probablement peu détectés. Et on s'est dit que ça peut être un bon sujet pour centraliser le sujet des vieux. Et pourquoi c'est important pour vous ce sujet, les aidants? C'est important parce que ça concerne beaucoup les vieux. Moi, ce qui me frappe, c'est que moi j'ai la chance d'avoir 66 ans, encore ma maman, et c'est vrai que ce qui frappe à les plus de 60 ans, il y a 30-40 ans, on enterrait ses parents, hélas, entre 35 et 45 ans. Aujourd'hui, on a des gens qui ont 70 ans et qui ont encore leur mère ou leur père, même si on y reviendra d'ailleurs, évidemment, la longévité, elle est plus chez les femmes que chez les hommes. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une génération d'enfants qui au final n'avaient pas avant leurs parents, des parents qui sont des fois à distance, et ensuite il y a cette problématique des aidants en termes de sexe, où c'est aussi beaucoup les femmes, parce qu'on parlait tout à l'heure, le sujet de la ménopause, le sujet du cancer du sein, et le sujet du vieillissement est un sujet de femmes, parce que l'espérance de vie entre les femmes et les hommes est aussi bien différente. On a 85 ans chez les femmes et à 80 ans chez les hommes. Mais est-ce que ça transforme la psychologie? Enfin, moi, je le pense un peu. C'est-à-dire que quand on a 60 ou 65 ans et qu'on est encore un enfant aux yeux de quelqu'un, je trouve que c'est une richesse incroyable quand même. Alors, et ça aide à rester jeune d'ailleurs. Alors, c'est une richesse incroyable, et je pense que tu sais ce que je vais dire, c'est que je suis assez persuadé que tant qu'on a ses parents, on se sent pas vieux. Le vieux, c'est ses parents. Et donc probablement qu'on devient vieux encore plus tard que ce qu'on l'était avant, parce que justement, on a encore la génération d'au-dessus. Et tant qu'on a la génération d'au-dessus, c'est pas nous les vieux, c'est celle d'au-dessus. Alors, les aidants, Romain, les résultats de votre enquête, qu'est-ce qui vous a surpris dans ce que vous avez... Moi, ce qui m'a énormément surpris, c'est la solitude et le manque de solidarité, en fait, pour le coup, de la société qui est assez prompte à l'être sur beaucoup de sujets, et l'invisibilité de ce combat. Il y a des gens qui se retrouvaient seuls, qui n'osaient pas en parler, l'absence d'initiative. Il y a de l'argent, il y a beaucoup d'argent quand on parle de vieux et de personnes âgées, et je trouve qu'il est parfois bizarrement employé. Et c'est vrai que 11 millions de personnes, des cas de grandes difficultés, parce qu'en général, ça vous tombe sur le nez du jour au lendemain, et il faut s'organiser, il n'y a personne pour vous aider. Donc moi j'ai été face à des gens qui étaient dans des belles difficultés, et aussi quelques médecins, mais ils ne sont pas très nombreux, qui se battent pour
pour faire vivre ce combat. Et puis, alors, je rajoute une chose, c'est que dans Vieux, on est accompagné d'une bande, parce que c'est un journal de bande, et il y a une autre bande qui s'appelle le CNAV, c'est le Centre National Autoproclamé de la Vieillesse. Et donc, c'est des 68ards furibonds, à la tête desquels il y a Véronique Fournier, qui est cardiologue et médecin, qui connaît bien aussi le sujet, et Francis Carrier, qui représente Grey Pride. Et tous ces gens-là viennent aussi alimenter le magazine. Voilà. Et en fait, on n'a pas voulu faire uniquement un magazine de coiffeurs dans lequel il y a des stars et des gens connus et qui vieillissent et comment ils vieillissent, etc. On a voulu parler de transmission et on va accentuer de plus en plus la partie médecine avec Bertrand et ses belles idées et ses connaissances. D'accord. Bertrand, quelle est l'origine de votre vocation? Parce que se dire à 20 ou 25 ans, tiens, je vais devenir gériatre, c'est un bel effort quand même. Alors, on se le dit pas. Personne, je connais personne qui commence médecine en se disant tiens, je vais faire de la gériatrie. Mon cas personnel, c'est que j'ai fait médecine et j'ai toujours voulu faire médecine. Et en fait, pendant la médecine, on passe de stage en stage pour découvrir justement les spécialités. Et arrivé au moment du choix, je me suis dit, bah mince, j'ai tout aimé. J'ai aimé toutes les spécialités, c'est vachement sympa. Et qu'est-ce que je vais faire? Et donc, à ce moment-là, s'ouvrait vers moi soit de la médecine générale, beaucoup qui était assez transversale, et donc la gériatrie. Et en fait, j'aimais bien cette activité d'équipe, ce travail d'équipe qu'on a en gériatrie, qui est très transversal, qui n'est pas que santé, puisqu'en fait, on prend en charge aussi un patient qui a une maladie d'Alzheimer. En fait, à part justement essayer de l'accompagner, etc., il y a aussi toute la prise en charge de l'aménagement de son domicile, du l'aidant qui est à côté, la prise en charge psychosociale aussi là-dedans, etc., etc. Et je trouvais que ce côté très transversal était très riche. Alors, comment se passe votre activité au CHU de Tours? Alors, justement, parce qu'il y a quand même un service gériatrique que vous... Oui. Alors, nous, on a même un pôle qui regroupe plusieurs services. Donc, c'est le pôle vieillissement qui regroupe un service de court séjour gériatrique. Donc, c'est des patients qui viennent sur des problèmes aigus, des problématiques aiguës. Il reste à peu près 9 jours. Et en général, ces problèmes, c'est quoi? Infection pulmonaire, une chute, un problème cardio, etc. Et en fait, ils viennent dans notre service par rapport à un autre service. Alors que le patient qui a un problème cardiologique à 80 ans, s'il n'a rien d'autre, il va en cardiologie. Ouais. Si en revanche, il a aussi un diabète, une insuffisance rénale, etc., et qu'en fait, il a son problème cardiologique, là, vaut mieux qu'il aille en gériatrie parce que sa prise en charge sera beaucoup plus transversale que juste la prise en charge cardiologique. Donc là, ils arrivent chez nous. On prend en charge leur pathologie, il reste 9 jours. Ensuite, j'ai un service de rééducation. Et les gens, c'est bien beau, vous avez votre problème cardio, mais en fait, votre chambre, elle est à l'étage, et quand je vous fais sortir, vous n'avez plus de problème cardio, mais par contre, vous ne pouvez plus monter l'escalier. Vous avez perdu Donc là, il faut que vous alliez quelques jours, quelques semaines en rééducation pour être capable de remonter l'escalier pour aller dans votre chambre et dans votre salle de bain. Et puis après, il y a les patients qui sont dans des unités de soins longue durée. Et c'est les patients qui ont besoin de soins de façon importante, trop lourds pour le domicile, qui ne sont pas de l'EHPAD, mais là qui ont besoin de... Voilà. Et puis en ce moment, la gériatrie, c'est aussi beaucoup le développement de l'activité ambulatoire, avec les consultations, les hôpitaux de jour. On fait des consultations, maintenant moi je fais des consultations à 60 ans, des consultations de prévention. Les gens viennent me voir en disant, en fait je vais bien, je veux continuer à bien vieillir, comment il faut que je fasse? Oui, alors c'est quoi vos conseils pour ceux qui sont plutôt bien portants? Eh bien alors, en fait on dit qu'il y a 5 règles pour bien vieillir. Je suis bien dans ma tête, donc c'est continuer à avoir une activité cognitive. Alors quand on travaille, c'est plus facile, mais autrement après il faut continuer. C'est bien manger, et donc là c'est un régime plutôt méditerranéen. C'est bien bouger, et donc ça c'est l'activité physique. Bien entendre et bien voir. Il faut vraiment prendre en charge très rapidement quand on a des troubles auditifs, quand on ne voit pas bien, etc. Et ensuite, le moral, et notamment tout ce qui va avec la vie sociale et le moral. Et ça, c'est ce qu'on dit, c'est les 5 règles du bien vieillir. Et donc, il faut essayer de tendre à faire en sorte que ces 5 piliers soient tout au long de notre vie, parce que pour être le vieux en bonne santé, il faut d'abord être le jeune en bonne santé, quoi. Romain? Et tu me disais hier, parce que le prochain numéro parlera de la mémoire. Je me suis souvenu, on en avait parlé hier. Ah oui, exercice de mémoire. Et sur la mémoire, tu me disais qu'il y a des cas, les médecins n'ont pas le droit de dire ça, mais moi je trouve ça intéressant de le dire, il y a des indestructibles. Il y a des gens qui traversent le temps, tu sais pas pourquoi, qui ont une mauvaise alimentation, qui font tout à l'envers, et qui quand même réussissent à devenir centenaires. On est assez inégaux dans le vieillissement, on le voit d'ailleurs.
en soi, et c'est un des messages de vieux, c'est on veut tous vieillir. On veut tous vieillir en bonne santé, mais en fait, on a tous envie de vieillir parce que si on vieillit pas, c'est que ça s'est mal passé avant. Hein. Donc, mais ça n'empêche que c'est très inégal. Puis et on le voit bien parce qu'il y a des facteurs intrinsèques propres, votre génétique. Hein, c'est-à-dire que, et ça, on n'y peut malheureusement pas grand-chose. Et tous les facteurs extrinsèques dont je viens de parler, où là, il faut faire attention. Mais on voit bien qu'il y a des gens qui, au final, ont fumé, bu et pas fait d'activité toute leur vie. Et quand même, ils traversent, comme tu dis, le temps parce qu'ils ont des facteurs intrinsèques forts. Et on a des exemples, alors, pas très vieux, mais on en a parlé hier. Mais Johnny Hallyday est mort à 75 ans. Ouais. Et pourtant, je pense que enfin, la moitié d'entre nous serait mort à 40 ans. Il faisait des séjours en clinique où la rumeur disait qu'il se renouvelait son sang, etc. De temps en temps, j'y pense moi-même. D'ailleurs, c'est peut-être que vous avez quelques adresses. Mais non, mais c'est vrai, ces passages, c'est vrai qu'on dit souvent que les vedettes, comme ça, les chanteurs, les comédiens, passent dans des centres. Il y en a un en Italie, je crois, il paraît que c'est très cher. C'est les centres, en fait, de remise en forme, mais qui sont... remise en forme, mais ça passe quoi? On a fait les progrès là-dessus. On leur fait faire de l'activité physique, on les fait bien manger, c'est ça. On fait ce qu'on devrait faire. Il n'y a pas d'opération obscure. On leur fait faire ce qu'ils devraient faire, en fait. Le renouvellement du sang, par exemple, c'est une rumeur, c'est un fantasme. D'accord. C'est le renouvellement du sang parce qu'on lave un peu les toxines qu'ils ont accumulées, quoi. Ouais, d'accord. Ouais, non, mais c'est intéressant. Alors, quel est le regard du ministère de la Santé, des autorités publiques à l'égard de la gériatrie, dans la mesure où on sait qu'il y a une crise de la santé aujourd'hui, qui n'est pas seulement financière, mais en tout cas qui est souvent financière. Est-ce que comment vous êtes regardé par les autorités, soit départementales, régionales ou par l'État? Pas trop. Pas trop. Objectivement, c'est considéré, vous voulez dire? Discours de politique générale de notre Premier ministre hier. Je ne sais pas si une fois vous avez entendu le mot vieillissement dans son discours de politique générale. Alors qu'en fait, si on réfléchit aux réformes de la société, c'est-à-dire que le coût de la santé, il est aussi parce que la population vieillit, qu'on a des pathologies chroniques, etc. On a fait une réforme des retraites parce que la population vieillit. Si on mourait tous à 66 ans, il n'y aurait pas de réforme des retraites, quoi. Et en fait, on n'en parle pas du tout et on invisibilise tout ça. Alors qu'en fait, les chiffres sont quand même hyper importants. Enfin, les gens qui vont avoir plus de 75 ans, qui ont plus de 75 ans, vont tripler d'ici 2050. Tripler. Il y a plus de gens de plus de 60 ans en ce moment en France que de moins de 5 ans. On va vraiment vers un vieillissement de la population, et ce qui est bien. Ce qui est bien parce qu'il y a un apport économique aussi du vieillissement de la population en termes de bénévolat. 80% des maires en France sont des retraités. La partie économique des voyages, les jeunes retraités, c'est ceux qui partent en voyage, etc. Il y a tout un point économique qui est hyper important sur le vieillissement. Et ça fait des lecteurs. Et ça fait des lecteurs. Mais par contre, c'est vrai que on n'en parle pas, ou on en parle mal parce qu'en fait, il faut cette partie du vieillissement, le vieillissement, ça doit être une vision complètement sociétale et surtout pas que santé, surtout pas que solidarité. On doit penser au logement, comment on va adapter au logement au fait que la population vieillisse. Comment on va adapter les transports, la culture pour mettre en place des pièces de théâtre à 17h aussi, plus de pièces à 17h qu'à 21h où les gens peuvent moins bien se déplacer. Les clubs sportifs, etc. Quand on va dans les théâtres parisiens, la moyenne d'âge, elle est bien au-delà de 60 ans. Oui, mais en fait, là, c'est pour ça d'ailleurs, quand on parle des vieux... Ce sont des consommateurs, entre guillemets, ce sont quand des on gens parle des vieux, il y a cette tranche d'âge, là, j'allais dire des 60-75 ans. C'est les vieux en bonne santé, qui vont bien. Et puis après, il y a les plus de 75 ans, quoi. Et c'est ceux-là qui se sentent plutôt isolés, aidants, etc. Parce que cet âge de 75 ans est un âge un peu charnière dans le vieillissement. Mais d'ailleurs, moi, je pense que la vie est assez mal faite parce que quand je vois les gens qui ont 10 ans de plus que moi, ils ont arrêté le ski, ils ont arrêté la course à pied, le tennis, etc. souvent. Et je me dis qu'on devrait partir à la retraite entre 45 et 60 ans et recommencer à bosser après. En fait, ce serait la vraie révolution serait celle-là, parce que 45-60, on profiterait de la vie, quoi. On pourrait faire du sport, on pourrait faire de grands voyages, des treks, etc. Le message qu'on s'est dit hier presque, c'est qu'en fait, il faut jamais surtout partir à la retraite. Il faut surtout garder une activité le plus possible, parce que ça fait partie du pilier 1, là, dont je disais justement entretenir sa mémoire. Ça permet d'avoir une vie sociale, s'organiser, etc. Probablement adapter son activité professionnelle, mais en tout cas, essayer le maximum garder une activité tout le temps. Romain, vous êtes encore jeune, qu'est-ce qui vous a le plus surpris en découvrant ce monde des vieux? Ce qui m'a surpris, c'est que j'avais plein d'idées préconçues. C'est que la vieillesse est une histoire de femmes.
qui est très curieux. Oui, parce que Il n'y a que les femmes qui s'assument. il y a que les femmes qui assument, il y a que les femmes qui peuvent en parler. On a donc le CNAV, nos amis là, du CNAV, leur première réunion. Centre national. Autoproclamé la vieillesse. Qui est un pied de nez en fait à l'ACNAV, qui est la caisse nationale de la vieillesse, qui est la caisse de retraite du vieillissement. Et c'est un pied de nez exprès en fait. Ils sont très pieds de nez. Et donc et à la première réunion, Véronique Fournier, qui rassemble des gens de mon âge, de 50 à 90 ans, pose la question qui est vieux, et personne ne lève la main. C'est compliqué d'assumer ce terme de vieux. Et après, elle me disait, toutes les réunions qu'on a organisées après, petit à petit, les hommes ont disparu. Et c'est devenu une association de femmes. Il y a beaucoup de femmes et de gays, parce qu'il y a Francis Carrier, qui est un type génial, qui a créé Grey Pride, et qui est un grand militant. Mais oui, donc le sujet du vieillissement n'intéresse pas assez les vieux, et les hommes. Et c'est là que notre journal a peut-être un rôle d'évangélisation. Un rôle à jouer. Parce que si le mot d'ordre du CNAV, c'est rien pour les vieux sans les vieux. Et c'est vrai que si les vieux sont invisibles, ils ne pourront pas agir sur la société. Et là, on se dit, on sait comment ils votent, ils nous foutent la paix, ils ne vont pas mettre le feu à des bagnoles. Il n'y a pas de député qui s'occupe de la vieillesse, sinon Jérôme Gage. Il n'y a pas d'homme politique que ça intéresse vraiment. Toi, tu as un mal fou à faire bouger le tam-tam. Et donc, Alors qu'on a une Assemblée nationale où la moyenne d'âge, à mon avis, est plutôt vieille. Mais il faut se sentir vieux sans que ça soit péjoratif. Bien sûr. C'est-à-dire que se dire, c'est bien en fait que je sois vieux et c'est pas grave en soi. Et d'ailleurs, tu l'as dit un peu, on est tous le vieux de quelqu'un et on s'adapte à notre vieillesse régulièrement. Enfin, moi, j'ai joué 20 ans au rugby. Le moment où j'ai dû arrêter le rugby, je me suis senti vieux par rapport au petit jeune qui est arrivé dans le club. Quoi. Non, mais c'est ça qui est un peu dur. Pour bien vieillir, il faut accepter un certain nombre de deuils, entre guillemets. La vieillesse n'est qu'une succession de deuils sur lequel on doit probablement... on essaie de s'adapter. Il y a certains points sur lesquels il faut résister aussi, non ? Il faut... L'effort physique, il faut le maintenir au maximum malgré tout, la marche, etc. Enfin, mais c'est tout au long de sa vie. Oui, bien sûr. C'est plus dur à 40 ans d'aller faire son footing que quand on a 20 et qu'on a même fait 3 soirées étudiantes d'affilée et qu'on va quand même faire le footing le dimanche matin. C'est le cas tout au long de sa vie, ce vieillissement, cette adaptation au vieillissement. Mais en fait, on est quand même tous contents d'avoir 20 ans de plus. Quoi. Romain, quelles sont les prochaines couvertures de vieux ? Vous songez à quoi ? Le prochain vieux, vous restez très sociétal, comme cette couverture-là. Oui. Aidons-nous les uns les autres. Ouais, donc c'est en kiosque et c'est 9 € et quelques, c'est ça ? 7,90. 7,80. Ouais, d'accord. Dans le prochain numéro... On n'a pas rendu la monnaie. Vous me donnez le numéro du kiosque. Dans le prochain numéro, on va parler de la mémoire. Parce que beaucoup de personnes âgées, de vieux, souhaitent laisser leur mémoire, ou alors pour occuper maman, on lui demande d'écrire ses mémoires, ou alors on perd la mémoire. Et donc ça va être le fil rouge de notre prochain numéro. On perd la mémoire, on perd souvent la mémoire immédiate et on retrouve la mémoire des choses d'autrefois. Alors, moi, c'est ce qui plus on vieillit, plus on a d'oublis. Ouais. Et c'est différent d'avoir des oublis et de perdre la mémoire. Les oublis, votre mémoire, c'est une imprimante. Et donc, pour que l'imprimante elle fonctionne, il faut de l'encre dans l'imprimante et il faut que l'électricité arrive à l'imprimante. Si je vous donne le mot coquelicot, vous allez l'imprimer et le ranger dans votre casse-fleur. Et l'oubli, plus vous vieillissez, plus vous allez vous dire, mince, le mot qui m'a dit, je ne sais plus où je l'ai rangé. Et là, je vais vous dire, mais c'était dans la casse-fleur et vous allez me dire coquelicot. Ça, c'est un oubli. Ça, vous en avez de plus en plus. Les troubles de la mémoire, c'est, je vais vous dire fleur, mais en fait, ça n'a rien imprimé. Vous n'avez plus d'encre, ou alors il n'y a pas d'électricité qui est arrivée dans l'imprimante. Donc votre feuille, elle sort blanche. Donc j'aurais beau vous dire fleur, il n'y a jamais écrit le mot coquelicot sur la feuille. Donc vous ne retrouverez pas la fleur. Ça, c'est la différence. Mais l'oubli, ça, il y en a de plus en plus, et ça se travaille exactement comme l'activité physique. Il faut absolument entretenir sa mémoire tout le temps. C'est comme un muscle pour pouvoir faire en sorte qu'on garde la mémoire. Je ne sais pas si c'est un préjugé ou pas, mais on a l'impression chez les personnes âgées que, quand je parle de personnes âgées au-delà de 80 ans, qu'elles perdent effectivement cette mémoire immédiate, mais qu'elles retrouvent des souvenirs. Alors peut-être parce qu'elles font l'effort d'aller piocher dans les souvenirs et qu'elles en vivent, mais elles retrouvent des détails de souvenirs d'enfants
qu'elles avaient, semble-t-il, perdu. Ben, en fait, quand C'était vraiment rangé dans un tiroir, en fait. alors c'était rangé dans un tiroir, et puis en plus, alors les pathologies de la mémoire, c'est 20% des gens qui ont plus de 80 ans. Donc c'est beaucoup. Hein. Si je vous ai dit que cette tranche d'âge va tripler, je vous laisse imaginer le nombre de personnes qui vont avoir des troubles de la mémoire. Mais ce qu'ils ont imprimé quand ils étaient enfants, c'est imprimé et rangé. Ce qu'ils ne retrouvent pas en immédiat, c'est parce que ça n'imprime plus. Là, l'imprimante ne fonctionne plus, mais elle fonctionnait avant. Donc ce qui a été imprimé est imprimé. Et ce que j'ai compris aussi, je crois, c'est que ce qui peut changer la couleur de l'encre, on va dire, pour rester dans la métaphore, c'est les émotions. Les émotions t'apportent un supplément d'encre et fait que ça grave. Et c'est pour ça que les vieux, disons les vieux, parlent souvent de leur enfance, on parle souvent des moments d'enfance. Quand vous dites vieux, vous, vos lecteurs, vous visez les plus de 50 ans. Enfin. Alors nos lecteurs, ce qui est très bien, ça tombe très bien, nos lecteurs ont l'âge des gens qui rentrent dans les kiosques. Donc ils ont de 50 à... Ah oui, ouais, évidemment. Et la moyenne d'âge de vos journalistes, vous avez eu du mal à recruter? Oh non, il y a plein de, il y a des jeunes de 30 ans comme Jackie Berroyer qui a 78 ans, il y a un jeune Jackie homme... Berroyer. Tiens, il refait surface. Il revient dans le prochain. C'est génial. Le prochain numéro 2. C'était une vedette de Canal. Oui, c'était celui qui faisait le standard dans Nulle part ailleurs. Mais qui est un philosophe, qui est un prof de philo, qui est assez étonnant. Il y a Patrice Lecomte, encore un jeune homme. Il y a Elisabeth Quint qui sera présente dans le prochain. Antoine, évidemment, Antoine Decaune. Il y a Laurent Chalumeau. Il y a Daphné Rouillet qui va faire une belle interview de Brigitte Lahaye. Grand moment. Voilà. Et puis, je pense qu'on aura, dans le prochain numéro, on aura Costa Gavras. On aura. Mais c'est bien d'avoir aussi des jeunes et leur regard sur les vieux. Alors oui, bien sûr. Non, mais ça, il y en a tout au long du magazine, mais c'est des jeunes journalistes. Donc C'est comme ça, je suis toujours étonné que les magazines féminins n'embauchaient que des femmes. Alors que c'est intéressant pour les femmes qui achètent les magazines féminins d'avoir le regard des hommes sur elles. Dans Elle, l'horoscope a été longtemps fait par un homme. Ah ouais. Bah, l'horoscope seulement. Et les recettes de cuisine. Ouais. Enfin, la critique gastronomique. Peut-être qu'il y a des questions dans la salle. Vous voulez poser des questions? Je ne sais pas où on en est. Oui, il est temps peut-être de se tourner vers vous, si vous avez des questions. Alors, moi j'ai peut-être une question pour Romain. Parle fort, que tout le monde t'entende, parce qu'il y a des vues dans la salle. Pour Romain, on parlait tout à l'heure des lecteurs. Tu travailles dans un média. Moi, il y a toujours, autour du système du vieux, quelque chose qui m'interpelle un peu. Dans les mesures d'audience, on parle tout le temps, encore aujourd'hui, de la fameuse ménagère de moins de 50 ans. Or, tout ce discours-là, toutes ces études-là, toute cette base d'études-là, elle doit un jour ou l'autre exploser. Est-ce que ça a encore, de ton point de vue, du sens de parler en termes d'audience, de consommatrice, d'une ménagère de moins de 50 ? Après 50 ans, ça veut dire quoi? On ne consomme plus. J'ai l'impression que grâce à ces magazines-là, ça doit nous faire passer une étape, mais que certains sont encore scotchés dans les années 80. Je ne sais pas ce que tu en penses. Et oui, et puis d'ailleurs, au passage, ça mène à l'autre question. Est-ce que vous avez du mal à trouver des annonceurs? Et voilà, ouais. En fait, c'était Pardon. Non, mais tu as raison. C'était ma réponse. Il est très très fort. C'était ma réponse, effectivement. C'est en publicité qu'on a des problèmes. On a des problèmes à convaincre, effectivement, les directions marketing que leurs consommateurs, en fait, parce que les consommateurs sont plutôt les vieux. Mais bon, et c'est vrai qu'ils ont dans leur démarche, dans leur manière de concevoir les campagnes, de toujours s'adresser aux plus jeunes. Je vois que des marques de champagne qui me paraissent complètement intouchables par des jeunes gens qui visent par leur campagne, mais qui continuent à faire ce type de message. Et oui, ça fait partie du combat. Oui, ça change parce que ils ont vu. Hein, c'est un tout petit phénomène, c'est un micro-phénomène, mais il y a plein de choses qui se passent. C'est toujours au même moment que se passent les choses. Il y a une pièce de théâtre qui marche très très fort sur les vieux. Il y a le mot vieux surgit un peu. J'ai vu dans le métro hier que Back Market faisait des campagnes de pub avec flambant vieux. Voilà, cette vision et ce regard sur l'âge, alors peut-être je me berce d'illusions, mais je crois pas, est en train de changer. On est en train de le modifier. De toute façon, on va pas pouvoir faire autrement parce que la génération des 68ards qui a tout eu, qui a tout connu, qui a tout vécu et qui a joui tout le temps, arrive dans cette catégorie-là, donc ils vont vouloir leur part et ils vont réussir à faire changer le. Donc ça va bouger. Ça va bouger. Je pense. Ouais. Mais il y a encore quand même du taf là-dessus parce que on s'en rend bien compte, c'est l'association, c'est-à-dire que le client c'est celui-là, mais par contre le message qu'on y met à côté, il faut pas que ça soit associé trop à vieux. Exemple, mesdames, vous achetez, et mesdames, messieurs même,
des crèmes anti-âge. Mm. Le message est fort, c'est-à-dire que c'est Ouais, t'as raison. anti-âge. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et en fait, on le voit tout le temps. Et donc, en fait, c'est à destination des gens qui commencent à avoir des rides. Mais par contre, il faut que ça soit anti-âge. Mais les crèmes anti-âge, c'est une fumisterie, non? Alors, c'est en plus une fumisterie, mais ça n'empêche que le message, c'est pas anti-rides, c'est anti-âge. Et en fait, on vous berce en permanence dans ce message « restez jeune ». Entre guillemets. Mais tu as des petits bougets quand même, comme disent les marxistes. Tu as des petits bougets parce que la mode, par exemple, avec Louis V, avec Yves Saint Laurent, met en place des campagnes met en avant des personnes un peu grisonnantes. Il y a une chose très, très importante aussi, c'est l'humour, en fait, Oui. pour accepter son état. Et faire le deuil, comme vous le disiez, d'un certain nombre de choses, c'est... Mais ça marche, et en effet, c'est pour ça quand même que ça reste aussi une problématique de Vous santé. l'utilisez dans ce magazine, d'ailleurs. On peut faire de l'humour quand on est vieux si on est en bonne santé, quoi. Ouais, c'est ça. Vous parliez tout à l'heure d'inégalité, ce qu'on entend, votre discours, je trouvais très clair et très intéressant sur l'idée qu'après une activité professionnelle, il faut continuer. Est-ce que, en revanche, vous avez eu accès à des études démontrant que des personnes qui ont une activité physique très dure, un charpentier, que sais-je, et qui a vraiment plus envie de bosser derrière, est-ce qu'il y a une inégalité finalement sociologique vis-à-vis de ces gens-là qui ont juste envie de ne plus rien faire et de juste se reposer? Est-ce que, au-delà de l'aspect génétique à la génialité qui représente moins de 5%, est-ce que vous avez des études qui prouvent qu'effectivement on est entouré de gens qui effectivement sont plutôt rangés dans la catégorie un peu intellectuelle, excusez-moi, de cette verticalité-là, mais est-ce qu'il y a une autre verticalité où on se préoccupe justement de rendre plus actifs des personnes qui finalement n'ont jamais été actifs, en fait. Tu as des gens à 60 ans, non mais tu as des gens à 60-65 ans, après 30 ans de labeur, ils sont en bout de chaîne, quoi. Ils ont l'air d'avoir 80 ans. Alors, vous soulevez deux choses. Alors, la première, c'est assez lié à la catégorie socio-professionnelle. Et ça, par contre, il y a plein de travaux, en fait, entre un cadre supérieur et un ouvrier du bâtiment. Voilà, il y a 10 ans d'espérance de vie d'écart. C'est énorme. Hein. Et ça va même plus loin. C'est-à-dire que nous, on a fait des travaux sur les données du SNDS, donc de la sécurité sociale, en regardant tous les gens qui avaient plus de 80 ans, qui étaient rentrés dans l'ensemble des urgences en France en 2020. Et on a regardé quels facteurs les faisaient réhospitaliser et mourir à 30 jours. Plus grave que d'avoir un infarctus, un AVC, etc., c'est votre niveau socio-économique qui vous fait mourir. Le niveau socio-économique ou l'activité? Parce que c'est pour ça qu'il il me semble que les cadres supérieurs s'occupent plus de leur santé que le font les ouvriers du bâtiment. C'est pour ça qu'il y a j'ai deux réponses. En fait, presque maintenant, le message que j'ai envie de faire passer à mes collègues urgentistes, c'est avant de leur demander leurs antécédents, diabète, etc., demandez-leur leur niveau de retraite, parce que c'est ça qui va les faire mourir et réhospitaliser. Oui. Le deuxième point sur l'activité, parce qu'en fait, tout ça, c'est intimement lié, parce qu'au final, si on a un niveau socio-économique supérieur, on mange mieux, on va plutôt faire de l'activité physique, on fait attention à ses vaccinations, etc., etc. On fume moins. Enfin, voilà, il y a plein de choses dans ce sens-là. Remettre à l'activité physique, c'est possible. Et l'exemple qu'on a, c'est, vous en avez tous entendu parler, c'est le marathonien qui avait 96 ans il y a 2 ans, le marathon de Paris. Je ne sais pas si vous savez quelle profession il faisait. Il était chauffeur de bus. Donc, je veux dire, en termes de profession sédentaire, on peut difficilement faire pire, ou mieux. En tout cas, vraiment, et il a commencé ses premiers footings à l'âge de 58 ans. Il était obèse et chauffeur de bus. Premier footing, 58 ans. Et il a couru le marathon de Paris à 96 ans. Donc, le message, c'est aussi celui-là, il n'est jamais trop tard. Je vais vous dire une chose, vieux devrait être remboursé par la sécurité sociale, parce que vous êtes porte-parole de tout ça, de tout ce que vous venez de dire. Non, mais c'est vrai, avec un ton. Non, mais Romain, ce que je veux dire, c'est pas un ton professoral, c'est un ton à la fois léger, mais en même temps sérieux. Et c'est ça qui est intéressant. Je sais pas ce que tu penses, Bernard, mais... Oui, tout à fait. Non, mais pour revenir à la pénibilité des métiers, moi, il y a une chose qui m'a... Enfin, vous allez peut-être répondre, mais moi, j'ai été très agacé, effectivement, par cette thématique sur la pénibilité, où on pensait qu'un travail manuel, c'était plus pénible qu'un travail intellectuel. Alors que, enfin, je ne sais pas si vous l'avez vérifié, vous, il y a des professions comme commercial, VRP, etc., où on est soumis à un stress permanent. Alors, physiquement, c'est pas dur, mais psychologiquement, c'est très dur. Et je pense que vous voyez aussi arriver ces gens-là dans votre cabinet. Alors, ces gens-là, et même des collègues. C'est-à-dire que moi, l'âge de départ à la retraite d'un professeur de médecine, c'est 67-68 ans. Moi, je fais un accident de la voie publique sur lequel j'ai besoin de l'intervention d'un neurochirurgien en pleine nuit,
parce que j'ai une hémorragie cérébrale, je préférais que ce soit pas mon collègue qui ait 67 ans en pleine nuit à 3h du matin, qui a fait 30 ans de garde de nuit. Parce que je pense qu'en termes de fatigue et de pénibilité, il est au fond du seau, autant que le maçon ou le couvreur qui a passé aussi toute sa carrière là-dessus. Donc c'est très difficile ce terme de pénibilité, mais ça n'empêche qu'on peut, à mon sens, là où il faut qu'on travaille dans le monde du travail, justement, c'est à faire en sorte de comment on intègre ces gens dans le monde du travail et dans la société sans qu'en fait ils soient complètement mis de côté parce que justement ils sont épuisés physiquement ou mentalement de leur travail. Comment on leur garde une place qui serait peut-être différente. Et par ailleurs, la thématique des aidants est très importante parce qu'en fait, moi je le constate aussi, c'est-à-dire que si les gens âgés ou les vieux au-delà d'un certain âge ont le sentiment d'avoir une utilité sociale, ça les maintient dans une forme extraordinaire. Alors que la solitude fait aussi... La vie n'est que sociale. Mais oui, on est bien sûr. Des animaux de... Non, mais souvent vous avez des personnes très âgées qui vous disent oui, non, mais je ne sers plus à rien, je veux mourir, etc. Et vous savez qu'à ce moment-là, il faut aller les voir plus souvent. Et il faut justement leur rendre ce sentiment d'utilité sociale. Le projet, c'est ça le mot. Ouais, le projet. Il faut garder un projet. Ouais. Claude, oui. pardon. Je voulais juste vous parler justement de quelque chose qui me paraît intéressant, qui rejoint ce que vous avez dit. Je travaille actuellement pour Charles Pozzi Ferrari, la présidente Armelle Leboer, médecin ESAT. En général, les clients des Ferrari sont... Voilà, tout à fait. Mais bon, elle a dirigé la Pitié à un moment et la Générale de Santé. Elle travaille sur l'estime de soi pour les seniors. Et elle vient d'engager justement chez Ferrari un jeune senior de 80 ans. Donc c'est un test, on va voir. Et si ça fonctionne bien, et ça a l'air de bien fonctionner, elle va recruter de plus en plus de seniors, 75, 80 ans. Et c'est assez étonnant. Et avec un groupe d'autres entrepreneurs, ils vont développer effectivement ce genre de service. Et c'est hyper important, et si je reviens sur quelques chiffres, le nombre de personnes de plus de 60 ans qui travaillent en France, on touche même pas les 50%. Alors, pardon. En Afrique, j'ai observé il y a 60 ans que les vieux dans les villages étaient extrêmement écoutés par la jeunesse et ils s'intéressaient beaucoup à leur expérience pour faire eux-mêmes un chemin similaire. Aujourd'hui, en Europe, j'ai l'impression que c'est un peu l'inverse. Si vous avez un âge avancé, vous êtes dans les vieux cons. Alors, il y a peut-être un problème de civilisation aussi qu'il faudrait peut-être... Et là, le journal vieux peut changer beaucoup de choses, peut-être. Mais c'est parti aussi de cette... De la même idée. Hein. Moi, j'en avais assez ras-le-bol de voir des jeunes gens de... Je faisais un livre avec Brice Lalonde, qui a 75 ans, et qui arrive toujours à vélo, et qui, à mon avis, peut me doser sur une course, sur un sprint. Et il me parlait des grandes questions écologiques. C'était juste avant la guerre en Ukraine. Et quand est arrivée la guerre en Ukraine et les problèmes de gaz et de pipe, etc., il y avait sur les plateaux de BFM TV que des jeunes en pull qui avaient des réponses qui me paraissaient moins évidentes que celles que j'avais entendues de sa part. Et je trouve qu'on a tendance à, comme on dit dans les tiercés, on a tendance à bordurer des hippodromes toute une génération qui pourrait apporter encore beaucoup. Voilà. Et ça, c'est aussi l'idée de Dieu, c'est de faire revenir dans les... Bertrand, là-dessus. Ouais, non, c'est vraiment c'est sociétal et culturel, et en effet, et on le voit sur les pays d'Afrique, mais c'est pareil quand vous êtes au Japon ou même dans les pays nordiques, c'est un peu encore une prise en charge un peu différente. Donc mais ça, c'est le changement de notre regard. Et le monde du travail est vraiment hyper important pour ça. Je vais encore vous donner un autre exemple que mes crémentillages, mais campagne de pub de chez Decathlon il y a 2 ans. Vous aviez 3 types d'affiches. Il y avait une affiche, une femme sur une piste d'athlétisme prêt à partir. Un homme qui, pour le coup, était sur le mur d'une montagne en train d'escalader la montagne, d'une quarantaine d'années. Et la 3e photo, c'était un homme qui avait 65-70 ans, marche en forêt, 2 bâtons de marche et un chien. En fait, le message que ça fait passer, c'est qu'en gros, à 65 ans, on a forcément le bâton de marche et le chien, et qu'on n'est pas sur le mur d'escalade ou sur la piste d'athlétisme. Et donc c'est ça, en fait, notre regard qui fait que derrière, conclusion, le vieux, c'est forcément celui qui est en perte d'autonomie et qui a perdu sa mémoire et qui prend une canne.
Alors il y a des contre-exemples, hein. Et Bernard m'en a donné un, nous en a donné un lorsqu'on s'est vu hier ou avant-hier, sur une plage dans le sud. Tu as croisé. Ah oui. Ah bah oui, faut donner des Ouais, contre-exemples non, de temps non, en mais temps. je ne savais pas que les conversations personnelles pouvaient être traduites de cette C'est manière semi-personnel, aussi Bernard, délicate. c'est semi-personnel. Non, mais oui. Non, mais je disais que j'ai toujours rêvé de faire du surf. Il se trouve Ouais, que je c'est joue au sympa. polo, que je fais d'autres activités assez violentes. Mais j'ai toujours rêvé de faire du surf et je me disais depuis quelque temps, ça va être trop tard. Et en fait, hier, j'étais sur la plage de Guétari et je fais mon petit footing et j'ai croisé plein de gens, des gosses, j'allais dire des gosses entre 75 et 80 ans, avec des Sympa. planches sous le bras et qui partaient faire leur petite expédition de surf de bon matin. Et c'est vrai, d'abord, j'avais un regard très complice avec eux. J'ai regardé je leur adressais un grand sourire. Ils disaient, mais qui c'est ce type? Pourquoi il me sourit comme ça? Et je me disais, tiens, c'est mes futurs potes. Parce que je trouve que cet exemple-là est très intéressant. C'est-à-dire que la valeur d'exemple est très intéressante. Moi, j'ai 61 ans, je me dis, tiens, je vois quelqu'un qui a 10 ans de plus que moi faire une activité à laquelle je me dis, bon, est-ce que je vais à mon âge, alors que j'ai 10 ans de moins, est-ce que je vais pouvoir le faire? Eux-mêmes la font. C'est quelque chose d'extrêmement motivant. On se dit, comme le dit Bernard, ben, pourquoi pas moi, quoi. Ben non, et toi, Et tu c'est ça qui fais est vachement Easy sympa. Rider sur les highways Ah oui, ça. américaines. On ne parle pas de choses perso, On va Bernard. partir ensemble bientôt. On ne parle pas de choses perso, Bernard. Et mais c'est ça qui est sympa. Oui, absolument. Je sais pas si vous avez Oui, des questions. Pardon. oui, allez-y, il y a d'autres questions. Je crois qu'il y avait peut-être Jérôme qui avait une question, non? Oui. Allez-y. Non, c'est juste l'intervention. Vous voulez Le micro? mot-clé, c'est, je pense, l'utilité sociale. Que ce soit un chômeur ou une personne âgée. Le mot-clé, c'est l'utilité sociale. Parce que vous soyez chômeur ou personne d'un certain âge, quand vous êtes en dehors de la société, c'est toujours un problème. Et nous, j'ai une activité bénévole au sein de la Ligue Île-de-France Rugby. Et à travers le rugby, on inclut toutes les personnes et on retrouve beaucoup de personnes au-delà de 50, 60, 70 ans, 80 qui rejoignent des sections rugby santé, rugby adapté et autres sections citoyennes, inclusives. Oui, vous avez entièrement raison, mais ça part même je reviens sur ma retraite, mais le mot, retraite, donc en retrait de la société. Alors qu'en fait, il faudrait continuer justement, et si c'est pas de l'activité professionnelle, avoir une activité de bénévolat, etc., que plein de gens ont, parce que quand je dis ça veut pas dire, je reviens sur ce que je disais, c'est 80% des maires en France ont plus de 60 ans, le bénévolat c'est principalement des personnes retraitées, et qui c'est qui s'occupe des petits-enfants le soir, c'est les grands-parents. Il y a aussi moi quelque chose qui me frappe, c'est vous en parliez d'ailleurs tout à l'heure, c'est la chute. C'est terrible. C'est-à-dire le nombre de personnes qui se retrouvent à l'hôpital ou qui meurent après une chute. Vraiment, c'est un problème des personnes âgées. C'est 20% des hospitalisations dans les courts séjours gériatriques en France. C'est fou. Donc c'est un vrai problème. D'ailleurs, donc il y a un plan anti-chute en ce moment par le ministère de la Santé là, qui court jusqu'en 2026 pour justement essayer de réduire de 20% le nombre de chutes en France. Parce que ce qu'on dit, c'est un chuteur rechutera. C'est qu'en plus, à partir du moment où vous avez commencé à chuter, ça devient compliqué et vous dites non mais j'ai chuté, j'ai juste buté contre mon tapis. Ouais, mais le tapis ça fait 30 ans qu'il est là et tu n'as jamais buté dessus. Donc si tu as buté dessus, c'est qu'il y a un problème. Et là, il faut intervenir dès cette première chute pour pouvoir refaire de l'activité physique. Voilà, ce plan anti-chute, c'est quoi? C'est activité physique. C'est du repérage à la première chute pour éviter que ça se reproduise. Et ensuite, c'est promouvoir l'aménagement de son logement et l'aménagement de son logement tôt, parce que c'est ça en fait la difficulté. L'âge moyen d'aménagement du logement, c'est 86 ans. Ouais. C'est trop tard. Les gens ont déjà chuté 15 fois. Aménager les logements. C'est penser à l'aménagement de son logement et c'est de se dire, ok, les gens veulent rester à domicile, veulent vieillir à domicile, mais le domicile, c'est peut-être pas le domicile que j'ai eu toute ma vie. C'est peut-être changer d'appartement parce qu'il n'y avait pas d'ascenseur et que là je vais avoir besoin d'un ascenseur. En tout cas, faire en sorte d'avoir un autre domicile. Et c'est plus jeune. Il faudrait qu'on tende, avant 80 ans, à avoir réfléchi au logement dans lequel on veut vieillir. Donc ça, c'est voilà. Et la promotion de l'activité physique. De toute façon, dans les 5 règles du bien vieillir que je viens de vous donner, la plus forte, c'est l'activité physique. C'est de loin. C'est-à-dire que si
s'il faut vraiment retenir un message du bien vieillir, c'est activité physique. Hein. Ça marchera sur votre mémoire, ça vous donnera faim, ça marchera sur vos muscles, ça marchera sur votre morale, surtout les préventions des maladies cardiovasculaires, sur les la cancers, mémoire aussi, et sur même sur l'Alzheimer. Ben, en fait, ça retarde si je reprends mon le exemple risque de d'apparition l'imprimante, d'Alzheimer. si je reprends mon exemple de tout à l'heure, l'électricité qui arrive à l'imprimante, c'est vos vaisseaux, et plus vous ferez d'activité physique, plus l'électricité arrivera correctement à l'imprimante. Mais il faudrait faire un grand plan d'information nationale. C'est vrai qu'on ne le fait pas assez. Enfin, c'est vrai qu'on est malade et on est très insuffisant sur les politiques de prévention en matière de santé, mais notamment sur celle-là aussi, il faudrait lancer des plans de prévention. Mais c'est vrai que la France, structurellement, n'intègre pas suffisamment la prévention dans les politiques de santé. Mais c'est incroyable, parce que ça fait plus de 50 ans que ça dure. Mais parce que c'est des politiques sur du long terme. Or, les mandats sont des mandats de court terme. Donc, en fait, l'investissement que vous faites aujourd'hui, il sera rentable pour votre successeur. Alors, on a, professeur, à l'hôpital Foch, mis en place depuis maintenant 3 ans un check-up center. Très souvent, on associe les check-up à l'idée que ce soit les chefs d'entreprise ou les personnes qui ont les moyens financiers importants pour pouvoir se faire un check-up. Aujourd'hui, à la Défense, et je vois Florence, qui est pharmacienne et qui est la directrice du check-up center de l'hôpital Foch, propose à tout un chacun de faire un check-up à la Défense. Et ça, c'est, je crois, suffisamment rare pour le souligner, Florence. On est un des rares check-up centers ouverts à tous, de mémoire. Un des rares. De la Défense, en tout cas le seul, oui. Et donc ça fait aussi certainement partie de la prévention. Et une deuxième chose sur l'hôpital Foch, vous parliez tout à l'heure de votre spécialité très transversale. Nous, à l'hôpital Foch, on n'a pas de service de gériatrie, mais pour autant, on a des personnes âgées, et il y en a quelques-unes ici, je fais partie aussi maintenant, qui se font soigner à Foch. Et on a fait le choix de faire intervenir des gériatres service par service. C'est-à-dire qu'on parlait de neurochirurgie, on a un service de neurochirurgie et de neurologie à Foch, et on a des gériatres qui passent voir des patients. Et très souvent, effectivement, ce sont des médecins, des professeurs, qui sont effectivement, comme un médecin général, très transversal. Voilà. Et donc c'est un choix. Mais c'est ce que moi je perçois en fait, c'est que après la discussion que j'ai avec les médecins et les professeurs, c'est que c'est une spécialité qui est de plus en plus reconnue par les médecins, par toute génération confondue. Je ne crois pas que ça a été le cas forcément il y a encore 10 ans ou 5 ans. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une prise de conscience au niveau de la santé en tout cas, de l'importance du vieux malade. Je ne sais pas si c'est une sensation que vous avez aussi dans votre service. Alors, c'est mieux, mais on a le même travail à faire que le magazine. C'est-à-dire que dire, et tous autant que vous êtes, et d'ailleurs c'est votre première question, faire gériatrie, c'est pas sexy, quoi. Ce qui est sexy, c'est de faire cardio, quoi. Donc, on a encore du travail pour faire que la gériatrie, ça soit sexy, quoi. Et en même temps, quand je parle je vous le dis, quand je parle à tous les médecins que je côtoie à Foch, il y a un truc qui est un peu immatériel comme ça, c'est que tous les médecins me disent que nos gériatres, ils sont formidables. Pourquoi? Parce que le gériatre, il a un truc particulier, il est vachement empathique. C'est le médecin avec qui on a envie de prendre une bière, quoi. Vous avez ce truc-là qui fait que... Non, mais tu vois ce que je dis, Romain? Oui, parce que... Non, mais... À boire modérément. Du sport à côté. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est que vous avez le truc en plus qui fait que vous allez vous intéresser au-delà de la maladie. Qu'est-ce que vous faites? Vous travaillez dans quoi? Enfin, il y a cette dimension en fait, humaine que vous avez un peu plus que d'autres médecins dans d'autres spécialités. Ah bah, il me semble en tout cas de ce que moi je perçois. De façon très personnelle, un de mes plus grands plaisirs, c'est le week-end. Le week-end, quand le rythme du week-end est un peu différent dans les hôpitaux, il y a moins d'agitation. Et en fait, c'est m'asseoir en fait sur le lit des gens, en fait, qui me racontent leur vie. Et écouter la vie des personnes âgées, c'est dingue. Déjà, et puis ça vous fait relativiser sur vos problèmes. Hein. Je peux vous dire, quand ils vous disent, bon, en fait, mais au final, j'ai quand même été heureux. Il y en a, ils ont des vies stratosphériques et à la fin, ils finissent, bah, mais j'étais quand même heureux. Bon, bah ok, bah, moi je rentre chez moi, je suis encore plus heureux. Ouais, c'est une dimension importante. Ouais. Bravo. Très bien, merci beaucoup à tous d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Bernard. Je crois qu'on peut terminer là-dessus. Merci Romain. Et n'oubliez pas, Vieux en kiosque, aidons-nous les uns les autres, c'est le deuxième numéro. Et c'est un trimestriel qui va peut-être devenir mensuel en raison de son succès incroyable.
Merci. Merci à vous.